Bonjour, ici Jean-François Denis pour Tovox Actualité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de technologie 5G. Pour ce faire, j'ai un invité de renommée internationale que je vous présenterai immédiatement après ce qui suit. On a comme invité aujourd'hui M. Paul Héroux. M. Héroux, vous êtes un scientifique avec une expérience en physique. Vous avez un bac en sciences. Vous avez une maîtrise en sciences. Vous avez également un PhD. Vous avez travaillé pendant 15 ans en génie et vous avez également travaillé en sciences de la santé pendant 30 ans. Vous avez débuté votre carrière comme chercheur à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec à Varennes, qui est situé au Québec, évidemment, un laboratoire électrotechnique de renommée internationale. Pourquoi de renommée internationale? Ça me fascinait lorsque j'ai vu cet énoncé-là. Bien, en réalité, c'est que cet institut-là a été créé par un monsieur très important, M. Lionel Boulay, Dr Lionel Boulay, qui est un ancien professeur d'université, qui a eu le talent de convaincre Hydro-Québec qu'il y avait des développements scientifiques à associer à l'industrie électrique. Et il y avait tellement de talent qu'il a créé un institut de recherche où il a assemblé des chercheurs qui venaient d'un peu partout. Un genre de zoo, en quelque sorte, de spécialistes d'électrotechnique. Et c'est à l'époque qui suivait la mise en opération des lignes 735 kV, qui était la tension la plus élevée au monde. Donc, c'était une époque où Hydro-Québec, en quelque sorte, volait vraiment très haut. Et moi, j'ai bénéficié directement de l'action de Lionel Boulay parce que, à l'intérieur de l'IREC, j'ai eu une formation scientifique unique avec de l'équipement de premier plan, avec des gens très compétents. Donc, je suis extrêmement reconnaissant à IREC et à Hydro-Québec de m'avoir fourni cette occasion-là. Wow! Vous avez complété une formation, plusieurs formations, j'imagine, par des cours de biologie et de médecine. Vous vous êtes également intéressé à la santé publique, puis vous avez été nommé professeur agrégé à la faculté de médecine de l'Université McGill. Vous êtes encore actuellement directeur du programme de la santé au travail et également scientifique médical au département de chirurgie du Centre universitaire McGill. C'est exact. Vous avez une feuille de route assez impressionnante. C'est une feuille de route qui est très intéressante pour l'individu qui la parcourt, mais comme on dit, ça a tendance à réduire un peu les connexions qu'on a. Pierre qui roule la masse pas mousse, comme vous dites. Oui, c'est ça. Donc, à chaque fois qu'on change un peu de domaine, on perd un peu de plume, si vous voulez dire. Donc, ça donne une expérience personnelle, je dirais, unique. Une perspective spéciale, mais naturellement, il y a des inconvénients à un parcours comme celui-là. Quels seraient les inconvénients, par exemple? Bien, les inconvénients, c'est qu'on perd essentiellement son environnement, on perd ses connexions, on perd ses amis. Il faut se reconstituer un peu toujours. Et dans tous les milieux, ce n'est pas nécessairement évident de se refaire un réseau. Donc, on apprend à moins dépendre des réseaux et à plus dépendre des idées. Mais je dirais qu'un des points forts, parce que je vous ai entendu le mentionner dans une de vos entrevues au 5G Summit, c'est que vous avez une perception beaucoup plus élaborée parce que vous avez fait les deux côtés de la clôture. Oui. En d'autres termes, toutes les solutions, je dirais, contemporaines qui ont des saveurs techniques, il faut tenir compte des utilisateurs, des humains qui sont impliqués, mais il faut également tenir compte des capacités techniques, des capacités de la technologie. Ouais. Donc, il faut être capable de voir les deux côtés de la médaille. Et malheureusement, à cause de la spécialisation dont les universités sont en grande partie responsables, parce qu'inévitablement, la gestion d'une université serait impossible si on ne segmentait pas toutes les facultés et tous les départements. Mais cette segmentation-là, malheureusement, est très difficile à contrer
dans l'esprit des individus qu'on forme. Donc, on dit le biochimiste ne peut pas parler au biologiste et ne peut pas parler aux généticiens. Donc, ces difficultés-là sont vraiment profondes. Ça fait que l'ambition d'avoir une recherche et même une conscience interdisciplinaire, c'est un objectif qui est très difficile à atteindre en pratique. Wow! Aujourd'hui, on va parler de la technologie 5G. J'ai plein de questions dans ma tête à vous poser par rapport à cette technologie-là. Peut-être pour le bénéfice de nos téléspectateurs, c'est quoi le 5G? Bien, le 5G, c'est simplement la 5e génération des réseaux maillés du cellulaire. Donc, la première génération, c'était de la modulation d'amplitude, c'était des gros téléphones qui nous permettaient de communiquer. Après ça, on a additionné dans la 2G le texte, à la 3G, on a additionné l'Internet. Donc, c'est des progrès très substantiels, tout ça. Tout à fait. Parce que quand on arrive au 3G et qu'on est en voiture et on se rend compte que la chose qu'on veut acheter à un certain endroit n'est pas là, on peut immédiatement avoir accès à une alternative. Donc, du point de vue pratique, c'est très, très grand, ça. La 4G, c'est une expansion de vitesse. La 5G est un petit peu plus problématique parce que pour avoir un débit de données plus grand, pour avoir des latences plus faibles en particulier, ça c'est très utile pour les machines, moins utile pour les humains. Juste pour le bénéfice de nos auditeurs, quand on parle de latence, on parle de temps de réponse. Exactement. On envoie une commande. Combien ça prend de temps avant qu'on ait un retour? Oui. Donc, si on tient en compte le fait qu'actuellement c'est 50 millisecondes, puis qu'on pourrait hypothétiquement baisser à 1 milliseconde, mais il faut voir ce que c'est le temps de réaction d'un humain. Donc, lorsqu'on baisse à des temps de réaction extrêmement bas, c'est surtout utile pour des contacts de machine à machine. Oui. Donc, quelque chose comme le 5G, en gros, c'est très, très applicable à une industrie close, où il n'y a pas d'humains qui sont exposés, où des machines communiquent ensemble. C'est probablement l'idéal. Si on a des machines mobiles qui doivent communiquer ensemble, le 5G, c'est une excellente idée. La question, est-ce qu'on doit déployer ça dans la société au complet avec toutes les conséquences qui en découlent? Bien, ça m'amène à ma prochaine question. Puis peut-être juste avant d'y aller, parce qu'on parlait de latence, on parlait de millisecondes. Certains vont dire qu'avec la 5G, on peut descendre aussi bas que 1 milliseconde, donc pratiquement vivre le temps réel. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est exact ça, mais en réalité, ça, le 5G, il y a eu beaucoup de promotion. Lorsqu'on met sur le marché un nouveau produit, on veut mousser ses capacités. Ouais. Et on a même dit c'est invisible fiber pour le comparer à la fibre optique qui, en fait, est beaucoup plus puissante. Mais en réalité, le 5G, c'est une idée qui est techniquement un peu boiteuse parce que ces fréquences-là sont difficiles à manipuler. Ça fait chauffer l'équipement. Votre ordinateur ne fonctionne pas à 300 GHz à cause de la chaleur. Donc, quand on monte la fréquence des équipements, on a des difficultés thermiques, on a des difficultés d'énergie et on a des difficultés avec ces fréquences plus élevées. Là, on parle du 25 GHz, autour du 25 GHz qui pourrait être utilisé, qui, à cause de sa fréquence élevée, aurait des débits de données, de transmission de données très grands. Bien, malheureusement, ces fréquences-là voyagent mal. Ouais. Donc, ça crée toutes sortes de problèmes techniques. Il faut beaucoup d'antennes. Et pour envisager ce qu'on appelle l'Internet des objets, il faut avoir du beamforming afin que les diverses antennes n'interfèrent pas directement les unes avec les autres. Donc, il y a des problèmes réels reliés à ce déploiement-là qui ne sont pas moussés par l'industrie lorsqu'on le présente aux gens qui peuvent attribuer du spectre. Et en réalité, la 5G, comme dirait lui-même Tom Wheeler, ancien de la FCC, on ne sait pas exactement ce que c'est. Ouais. C'est une variété de choses, mais ce qu'on sait, c'est que l'industrie des télécommunications, sur la base du succès des téléphones cellulaires, veut prendre plus de place. Puis là, la question devient un peu difficile, c'est qu'il faut qu'on décide, est-ce qu'on veut autoriser et donner cette place-là à cette industrie-là? Est-ce qu'elle a déjà atteint sa maturité? Moi, je pense que les téléphones cellulaires sont très utiles. Ils ont déjà atteint leur maturité. Malheureusement, l'industrie devrait se concentrer sur autre chose, comme la fibre optique, c'est-à-dire de déployer ce qui avait déjà été promis par le président Clinton,
mais qui n'a jamais été réalisé pour toutes sortes de raisons, de donner la fibre optique chez tous les individus, par exemple aux États-Unis. Mais la fibre optique va emmener quand même son lot de défis. Puis peut-être que je me trompe, mais je suis un ancien gars de télécommunications, puis négocier les permis chez, par exemple, Bell ou Hydro-Québec pour pouvoir bénéficier de leur espace dans leur conduit, pour pouvoir passer une gamme de fibre optique, ça demande quand même énormément de travail. Peut-être que c'est plus facile d'y aller vers l'extérieur avec une technologie sans fil. C'est peut-être pour ça qu'on favorise justement une technologie comme la 5G. Vous n'êtes pas familier avec le break-up de AT&T? Écoutez, là, vous m'en posez une bonne. À un moment donné, aux États-Unis, on s'est rendu compte que American Telephone and Telegraph était trop gros et avait un monopole. Ouais. Alors, le Congrès américain a décidé de scinder AT&T en 3 parties. Mais lors de l'adoption des lois qui menaient à ça, on a fait une déréglementation du sans-fil et on a gardé la réglementation sur tout ce qui était filaire. OK. La conséquence pratique de ça, c'est que tous les gens tous les investisseurs qui avaient de grandes espérances de gains se sont précipités vers le sans-fil parce qu'il y avait une déréglementation. On pouvait charger le prix que le marché pouvait supporter. Alors que ceux qui exploitaient les réseaux filaires étaient encore soumis à toutes sortes de contraintes. Ici, ce serait l'équivalent d'être régi par le CRTC, par exemple. C'est pire que ça. C'est que les prix même étaient... Exorbitants? Les prix qu'ils pouvaient charger pour leurs services étaient fixés, étaient scrutés. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'industrie du sans-fil a utilisé essentiellement sans payer le réseau filaire. Parce que finalement, là, le réseau sans fil... Après 100 mètres, il tombe dans un réseau câblé. C'est probablement la fibre qui passe dans la rue, mais ces gens-là sont, en fait, il y a des règlements sur eux, alors que pour le sans-fil, c'est le Far West. Donc, la réalité, c'est que le sans-fil s'est développé très rapidement sur la base de toutes sortes de manœuvres pour, en fait, supprimer la fibre optique, parce que Clinton l'avait promis aux Américains, mais ça a été retardé, ça a été mis de côté, ça a été détourné par toutes sortes de manœuvres comptables parce qu'il y avait une grande profitabilité due au sans-fil, et ça, c'est de votre faute, parce que vous aimez tellement votre téléphone cellulaire. Donc, c'est en quelque sorte le fait qu'on a rendu le sans-fil si attrayant qui a créé un problème, je dirais, de fond. On parle d'attrayant, ça me ramène à la première question que je voulais vous poser au préalable. Quels seraient les avantages, parce que c'est une question de marketing, mais quels seraient les avantages d'aller vers une technologie 5G? Bien, en réalité... Qu'est-ce que je gagne en bout de ligne? À l'heure actuelle, là, dans le 5G, il n'y a pas de voix. C'est simplement du transfert de données. Donc, si vous êtes une partie de football et que vous voulez transmettre ce que votre caméra voit de votre téléphone à quelqu'un d'autre, ça peut être très efficace, en particulier s'il y a beaucoup de gens dans le stade qui veulent faire ça en même temps. Mais en réalité, le téléphone cellulaire, du point de vue de la police, du point de vue de l'incendie, du point de vue de l'urgence, est déjà bien suffisant. En fait, le désir de l'industrie, c'est simplement d'améliorer la performance de leurs équipements. Puis, comme je l'ai mentionné précédemment, ça, c'est particulièrement désirable dans les interactions entre machines. Du point de vue d'un utilisateur individuel, le fait de télécharger un film de 3 heures en 20 minutes ou en 4 minutes, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Et en réalité, je crois que du point de vue de l'utilisateur, ça a peu d'intérêt, mais tous les utilisateurs sont intéressés à avoir mieux, en particulier à avoir mieux que leurs voisins, qui va avoir juste un téléphone 4G. Donc, c'est, je crois, un marketing qui a été fait d'une nouvelle génération, et ça ne va pas s'arrêter là, il va y avoir d'autres générations, parce que l'industrie, si elle ne vend pas de nouveaux téléphones l'année prochaine, si vous n'en achetez pas, ils vont fermer les usines. En d'autres termes, c'est une industrie qui a créé un grand succès, parce que c'est très pratique, un téléphone sans fil, mais qui essaie de prolonger son succès, je pense, au-delà de son utilité réelle. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'essaie pas de viser peut-être plus la génération du millénaire, du nouveau millénaire, la génération
par rapport à un marketing qui, pour eux, ça fait une différence que je sois capable d'downloader ou télécharger mon film en 4 minutes versus 20 minutes? Bien, il faut quand même que vous le regardiez, le film, puis vous pouvez le télécharger pendant que vous le regardiez. Donc, moi, je pense que les différences, en général, sont peu importantes. Et le problème, c'est que la 5G nécessite une invasion. Il y a un sénateur de Californie qui a parlé d'intrusion, mais c'est une invasion d'antennes partout. Ouais. Et ça, du point de vue exposition humaine, pour moi, c'est inacceptable parce que le 5G vise à augmenter énormément le trafic de données. Le trafic de données sur l'Internet, là, c'est en grande partie des robots. Ce n'est pas des gens. Et il y a beaucoup de ces robots-là, en fait, qui sont des robots parasites, en fait, des robots criminels. Puis, il y a beaucoup de choses qui circulent sur l'Internet qui ne sont absolument pas nécessaires. Vous devez vous battre contre votre boîte de courriel parce qu'il y a un tas de choses que vous ne voulez pas vraiment, mais qui vous ont envoyées de toute façon. Donc, il faut se demander, est-ce que l'augmentation de trafic qui est réelle est une augmentation utile? Et quand on pense que ce sont des automates qui vivent dans des ordinateurs, qui génèrent une grande partie du trafic actuel de l'Internet, on se dit, c'est vrai qu'il y a une augmentation, mais quelle est la valeur de cette augmentation-là? Donc, si on regarde vraiment plus loin, on se rend compte que le 5G va augmenter beaucoup la capacité, mais on augmente la capacité pour faire plus de robots, pour être plus harcelé par de la publicité, pour avoir plus de pornographie, ce sont toutes des choses qui sont reliées au problème de la 5G. Et pour moi, je suis spécialiste d'une question, le fait que la prolifération de ces antennes-là va en fait augmenter l'exposition humaine aux radiations de manière significative. Et sur la base du passé, on sait que ces radiations-là ne sont pas inoffensives, comme l'industrie l'a prétendu. En fait, elles sont biologiquement actives, elles agissent sur le cancer, elles agissent sur le système nerveux, les gens électrosensibles, elles agissent sur la conscience humaine, la capacité de mémoire, puis le comportement. Donc, on ne devrait pas augmenter notre exposition aux ondes électromagnétiques, on devrait plutôt la réduire. Donc, on peut vendre de nouveaux téléphones l'année prochaine, mais ça devrait être des téléphones qui exposent leur utilisateur moins aux ondes, tout en maintenant ou peut-être en augmentant leur capacité. Quand on regarde l'évolution du 1G, par exemple, jusqu'à la technologie 5G, à partir de quel G ou de quelle génération ça commençait à être de plus en plus néfaste pour la santé humaine? En réalité, la question que vous posez, c'est est-ce que la première génération qui avait des ondes qui étaient modulées de manière continue est différente des générations suivantes qui étaient des impulsions digitales? Ouais. Donc, quand on a digitalisé le signal pour en fait augmenter la capacité de transfert de données, on a créé une différence fondamentale dans l'activité biologique des ondes électromagnétiques parce que ces impulsions-là attaquent plus spécifiquement le système nerveux. Ça ne veut pas dire que les anciennes ondes qu'on avait modulées AM, FM et tout ça n'avaient pas d'action. Elles avaient une action. Mais quand on a changé vers la digitalisation, ce qui est du point de vue de l'ingénierie une tactique très intéressante, en fait, on a augmenté je dirais, l'agressivité des signaux vis-à-vis des humains. Et c'est pour ça qu'on a développé un groupe, à peu près 4 dans la société, qui sentent l'effet de ces radiations-là, sans nécessairement en être malades, mais qui se rendent compte que ces ondes-là font quelque chose à leur système. Dans le 5G, il y a 3 aspects essentiels. Il y a les impacts sur la santé. Ça, c'est ma spécialité. Oui. Après ça, il y a l'histoire de la vie privée. Avec des antennes partout, ça change les choses. Ensuite, il y a les effets climatiques. La fibre optique, c'est moins de 1 picojoule par bit. Le sans-fil, c'est beaucoup plus énergivore. En d'autres termes, ça va avoir tendance, à 5G et les autres générations, s'il y en a, à réchauffer la planète. Est-ce qu'on veut vraiment ça? L'histoire de vie privée, c'est quand même assez significatif. Vous savez qu'ils mettent en place la législation pour obliger les installations des antennes 5G dans les espaces communs
des édifices privés. Ouais. Ça, c'est l'étape suivante. Premièrement, ils ont voulu en mettre sur les territoires municipaux dans les rues. Après ça, dans les espaces communs des maisons. Puis après ça, la prochaine étape, c'est dans votre chambre à coucher. Ouais. Donc, ça, est-ce que c'est acceptable socialement? C'est une question très importante. Oui, il Puis faut là, se la poser. Là, il faut savoir, est-ce que l'industrie a des intentions? En fait, l'industrie n'a pas d'intention. Il essaye tout simplement de vendre des produits, ce qui est naturel pour toute industrie. Les Américains disent, dans un contexte comme ça, ils disent « if you build it », ils parlent du baseball, « if you build it », si vous faites un terrain de baseball, « they will come ». Les joueurs vont venir. Ouais. Puis en réalité, si on développe des systèmes informatiques qui permettent de recueillir de l'information sur tout le monde, bien, à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va utiliser ça de manière peut-être pas tellement sympathique. Et les gens qui sont capables d'utiliser ça, c'est généralement pas les individus. C'est des grosses organisations, des grosses corporations ou des gouvernements. Donc, il y a des gens qui sont très inquiets de la perspective sociale que le fait de mettre des transmetteurs puis des récepteurs partout peut changer. Ça peut amener des changements très importants dans la société. Ça m'amène à vous poser, parce que je lisais un article qui avait paru dans un de nos quotidiens ici au Québec il y a quelques mois de cela, qui faisait la mention que si on voulait que l'île de Montréal soit, excusez l'anglicisme, mais full 5G, ça prendrait quelque chose comme 60 000 antennes, ce qui est énorme. Oui. J'imagine que les Montréalais, à 60 000 antennes, vivent dans un four micro-ondes quasiment à l'année, là. Bien, effectivement, c'est que la 5G, les fréquences qui sont utilisées actuellement ou qui vont être utilisées ont tendance à demander plus de puissance. C'est pour ça que la ville de Bruxelles avait refusé la 5G. C'est qu'ils ne voulaient pas accepter l'augmentation de l'exposition aux ondes électromagnétiques qui était associée à un système comme celui-là. Donc, d'installer tous ces dispositifs-là, ça a des conséquences immédiates sur l'exposition des gens. Et pour augmenter la capacité de l'environnement à transmettre des données, on fait ce qu'on appelle du beamforming, la focalisation. En d'autres termes, autrefois, on envoyait les radiations dans toutes les directions simultanément. Après ça, c'était des tiers d'horizon qu'on utilisait. Là, maintenant, ça va être des faisceaux de 5 à 10 degrés qui vont suivre un utilisateur afin d'éviter l'interférence avec d'autres antennes. Donc, ce sont des solutions techniques, ça, qui ont beaucoup de sens du point de vue de l'ingénierie, mais qui ont tendance à rendre l'exposition individuelle beaucoup plus irrégulière et beaucoup plus forte, parce qu'aux fréquences de 25 GHz, ça pénètre très mal les objets, donc les antennes vont avoir tendance à augmenter leur puissance. Donc, on va probablement, ultimement, atteindre des limites thermiques, ce qui est extrêmement inacceptable parce que les limites thermiques sont bien au-deçà de ce qui affecte la biologie humaine. La réalité, c'est que si on dispose d'un tas d'antennes qui ont des capacités très étendues un peu partout, ça donne vraiment des capacités uniques. En d'autres termes, on va savoir où vous êtes tout le temps. En réalité, historiquement, là, j'étais consultant pour Nortel, c'est moi qui leur avais dit, vous savez, incluez dans votre téléphone du logiciel qui fait qu'on envoie périodiquement des signaux, même si le téléphone n'est pas actif. Ça va vous permettre de savoir où sont les gens à chaque moment. Donc, ça, là, dans un certain sens, c'est une intrusion, parce que la plupart des utilisateurs ne savent pas que ça se produit. Ça, c'est une intrusion. Mais il peut y en avoir beaucoup d'autres, des intrusions. Et malheureusement, ça se fait, il semble, sans que le public soit vraiment informé de ça. Le motif au préalable n'était pas nécessairement l'intrusion. Bien, non. Les ingénieurs, dans le fond, ils se disent « Regardez ce qu'on peut faire ». Ils sont enthousiastes vis-à-vis de ce que leurs techniques électromagnétiques peuvent produire. Mais les ingénieurs, en général, ne sont pas vraiment sensibles aux conséquences pratiques humaines de ce qu'ils font. Ouais. Ils se disent « Est-ce que c'est extraordinaire et est-ce qu'on peut le vendre? » Et leur préoccupation s'arrête à peu près là. Quand on parle de conséquences climatiques,
J'ai envie de vous poser la question suivante parce que, évidemment, le climat va vraisemblablement toucher aussi la faune. C'est quoi les conséquences, par exemple, sur tout ce qui peut être... j'avais déjà vu des vidéos, par exemple, sur les abeilles, comme quoi ça peut déranger les abeilles, ça peut déranger une partie de la faune, c'est ce champ électromagnétique-là. Vous dites quoi? Parce on a vu, grosso modo, les conséquences sur la vie humaine. Vous avez mentionné quelques éléments. Une accélération peut-être au niveau de maladies, de cancer. Vous connaissez l'histoire des canaris dans les mines? Non, mais allez-y. Bien, les canaris, les mineurs dans les mines de charbon, ils extrayaient du charbon. À un moment donné, ils creusent le mur, puis il y a une poche de méthane, il y a une poche de monoxyde de carbone qui est émise. Puis là, ils peuvent en mourir subitement. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils amenaient des canaris avec eux. Et si le canari, qui a un métabolisme très rapide, cessait de chanter, puis tombait dans sa cage, ils savaient qu'eux, ils devaient de toute urgence sortir. Ouais. C'est la même chose avec les abeilles, les oiseaux. Ces organismes-là partagent la Terre avec nous. Les pollinateurs, là, sont essentiels à notre survie, en réalité, à l'agriculture. Ces abeilles-là, ils ne vont pas se promener sur les trottoirs. Ces abeilles-là vont être au voisinage des antennes et subitement, l'antenne va s'allumer. Puis il va les cuire, essentiellement. Ouais. Donc, ils ne bénéficient pas d'aucun éloignement vis-à-vis de ces radiations-là. Et on sait de toute façon que même à des intensités de rayonnement très, très basses comparées aux limites, les abeilles sont déroutées. Les ruches peuvent en fait se dissoudre parce que les radiations électromagnétiques agissent sur leur système nerveux. Et avec le 5G, il va y avoir tellement d'antennes partout que ça va être une masse d'antennes qui va avoir un impact sur les arbres, sur les abeilles, sur les oiseaux, sans compter les arbres qu'on va vouloir couper pour laisser le chemin libre au faisceau 5G. Donc, tout ça, là, c'est un bagage qui vient avec ce déploiement-là pour augmenter la vitesse de téléchargement de votre film, je veux dire. Et nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut de la vitesse, c'est merveilleux. La fibre optique est au moins 1 million de fois plus vite, conceptuellement, pas actuellement, parce qu'on a des limites dans le... À cause des routeurs ou des équipements de toutes sortes de choses. Et de toute façon, l'industrie n'est pas capable de fournir ces données à l'heure actuelle. Mais conceptuellement, la fibre optique est tellement supérieure qu'en réalité, c'est juste un accident commercial, le fait qu'on a eu autant d'emphase sur le sans-fil. C'est très commode, le sans-fil. Nous, on dit on doit continuer à l'utiliser, on doit l'apprivoiser, mais pour des quantités très grandes de données, c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus privé, beaucoup plus écologique d'utiliser la fibre optique. Mais pourquoi, si on est conscient par rapport à des études de la toxicité de cette technologie-là sur la faune, sur les abeilles qui sont quand même à la au premier diapason de la chaîne alimentaire, pourquoi qu'on déciderait quand même d'aller de l'avant puis risquer de tuer notre espèce en quelque sorte, par rapport à une technologie qui est aussi néfaste? C'est très simple, c'est que à l'intérieur de l'industrie, on propage l'idée suivant laquelle les radiations électromagnétiques n'ont aucun effet sanitaire sur rien. En d'autres termes, tant qu'ils ne cuisent pas, inquiétez-vous pas. Donc, ça, c'est l'attitude de l'industrie. L'industrie a un lobby. Le lobby de l'industrie, en fait, prépare ces développements. Et ils vont voir les politiciens. Les politiciens, une fois qu'ils sont élus, ils ont le temps de rien faire. En d'autres termes, quand on est un décideur, tout le monde converge vers nous et on se rend compte que l'analyse en profondeur des choses, c'est très difficile. Donc, un lobby qui a des objectifs précis de commercialisation peut facilement influencer les décideurs. Et les cibles, ce sont naturellement les politiciens, ce sont les gens de santé publique qui se font fournir des bibliographies par l'industrie qui, en réalité, ont tendance à cacher la réalité sanitaire et à mousser les avantages. Donc, une industrie qui a en tête un produit a quelque chose de très précis. Par contre, les scientifiques qui étudient ces effets-là, eux, c'est un groupe disparate de gens
qu'on a peine à coordonner ensemble. Donc, il y a un genre de, je dirais, de lutte inégale qui s'est établie. Et ce qui se passe simplement, c'est que les résultats scientifiques, qu'ils soient de n'importe quel, je dirais, de n'importe quel poids, sont toujours, au cours du temps, brossés en dessous du tapis parce que l'industrie a les moyens de le faire, parce qu'ils ont beaucoup de voix qui contribuent à ce débat-là. Moi, quand j'étais dans des réunions scientifiques, là, c'était plein de gens de l'industrie qui avaient un intérêt pour les effets biologiques, mais leur intérêt, c'était de les masquer. Et les scientifiques ont été noyés dans un grand nombre d'individus qui avaient des intérêts très différents de trouver les effets sanitaires. Je vais vous poser une question qui... Donc, dans l'industrie de la recherche, parce que j'imagine qu'on fait des recherches avant d'exposer une technologie. Non. Pas de recherche. Bien, écoutez, vous n'avez pas vu le témoignage du sénateur Blumenthal? Bien, moi, ce que j'ai vu, c'est le témoignage de M. Ronald Melnick, qui lui, oui, sorti, lui, naturellement, il est très fâché parce qu'on lui demande de fabriquer une étude pour évaluer l'impact sanitaire des téléphones cellulaires. Là, on parle du NTP Research, oui. Une étude qui a coûté 30 millions au gouvernement américain. Là. Oui. Une fois qu'il y a résultat, on lui dit « c'était pas ça. C'est pas relié au téléphone cellulaire, ton étude. » Lui est extrêmement vexé. Il a passé une grande partie de sa carrière à élaborer cette étude-là. Et au début de l'étude, il croyait que les téléphones cellulaires n'avaient pas d'impact. Mais lui, il est allé loin dans son étude parce que lui, il a refait ce qu'on vit à l'extérieur, avec les antennes, etc., dans un environnement laboratoire avec des rats, là. Oui, des rats et des souris. Et des souris. Mais je veux revenir au sénateur Blumenthal. Oui. Il y a devant lui les gens de Verizon, de AT&T et tout ça. Il leur demande, est-ce que vous avez fait une étude sur l'impact des nouvelles fréquences que vous allez utiliser? Non. En connaissez-vous? Non. Il n'y a aucune étude qui est faite parce que l'industrie ne veut pas savoir s'il y a des études. Quand ils font des études, ils font des études sur la chaleur qui vont certainement supporter des niveaux extrêmement élevés. Aux États-Unis, moi, je suis en demande. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis particulièrement intelligent. Est-ce que vous dites la vérité? Ben oui. Non, c'est qu'ils n'ont pas de chercheurs sur ce sujet-là aux États-Unis parce qu'il n'y a aucun fonds qui a été attribué à ça. En d'autres termes, la FCC a supporté des standards très élevés. Donc, les gens de recherche se disent, ben, pourquoi faire des recherches là-dessus? De toute façon, la FCC nous dit qu'il n'y a aucun danger. Donc, ils ont éliminé complètement les chercheurs dans ce domaine-là. Donc, ça permet à des gens comme moi, qui sont peut-être médiocres, de devenir des vedettes. Est-ce que ce n'est pas une belle occasion? À vous de me le dire. Mais néanmoins, est-ce que dans votre profession comme chercheur, est-ce que vous arrivez unanimement aux mêmes conclusions? Écoutez, les chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet-là sont essentiellement unanimes pour dire qu'il y a des effets sanitaires importants de ces ondes-là. On doit les contrôler comme on contrôle un produit chimique. La voix de l'industrie qui dit « inquiétez-vous pas de rien », elle est, je dirais, est basée sur une science que j'appelle la science de Mickey Mouse. En d'autres termes, c'est basé sur des concepts extrêmement simples. Ils nous disent « c'est pas ionisant », c'est trop faible, donc ne vous inquiétez pas. Mais ça, c'est vraiment élémentaire comme vision. Mais leur voix est forte. Ils ont des lobbies. Ils sont capables de contrôler les gouvernements. Et il y a des conséquences à ça. C'est que les gouvernements prennent les rapports de l'industrie. En fait, les standards de protection ont été développés en premier par American National Standards Institute, qui est un conglomérat de firmes d'ingénierie. Ça a été passé à l'Institute of Electrical and Electronics Engineers. Après ça, ça a été passé à la Federal Communications Commission. C'est tous des gens de l'industrie. Ils ont toujours gardé les standards de santé. Ils ont toujours gardé le contrôle là-dessus, si bien qu'à un moment donné, le professeur Carpenter de l'Université d'Albany dit « ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose de séparé », et c'est là qu'il a inventé le rapport Bioinitiative, parce qu'il s'est rendu compte que l'industrie va toujours rejeter l'argument suivant lequel vous devriez contrôler les radiations.
comme dit Louis Slesson de Microwave News à New York, they don't want to know. Et votre gouvernement fédéral, il engrange environ 1 milliard par année en louant le spectre électromagnétique. C'est pas facile pour un gouvernement de dire, bon, ben là, on va être un peu plus éveillé vis-à-vis des rapports du NTP, du rapport de l'Institut Ramazzini, du rapport de l'Agence internationale de recherche sur le cancer à Lyon, puis on va restreindre les expositions. Ils se disent, on va faire fuir l'industrie. Est-ce qu'on va perdre de l'argent? Le gouvernement essaie de maintenir le statu quo. C'est naturel pour lui de faire ça. Il y a quand même des recherches qui ont été faites au privé, j'imagine. Il y a quand même des recherches qui démontrent que les champs électromagnétiques peuvent accélérer, j'imagine, une prédisposition à la maladie. Mais en réalité, les recherches ont été faites, mais en grande partie à l'extérieur de l'Amérique. Il y a seulement quelques individus. Moi, j'ai fait des recherches en utilisant des fonds que j'ai gagnés en travaillant comme consultant pour l'industrie minière. Mais d'avoir des fonds au Canada, aux États-Unis, pour faire de la recherche sur les impacts sanitaires des ondes électromagnétiques, ça ne se fait pas. Il n'y en a pas, malgré le fait que l'agent dans votre environnement augmente très rapidement. Donc, on a des contributions d'Italie, de Turquie, de l'Iran, de toutes sortes d'endroits, parce que le monde est quand même grand. Donc, il y a des gens qui ont des occasions dans leur laboratoire de faire des recherches. Puis, le NTP, c'était supposé être pour l'industrie le dernier clou dans le cercueil de cette question embêtante-là des ondes électromagnétiques. Mais le résultat du NTP, où il y a des rats et des souris qui ont plus de cancers quand ils sont exposés aux ondes électromagnétiques, ce n'est pas le premier. Il y avait l'étude de Chou qui avait été retardée pendant 10 ans. On ne voulait pas que ça sorte. Il y a l'étude de Ripaccioli qui doublait les cancers dans des souris qui avaient déjà la leucémie de manière significative. Il y a l'étude de Lurchell. Il y a beaucoup d'études qui ont confirmé que c'était bioactif, que c'était dangereux. Il n'y a pas l'armée américaine également qui avait fait des études? Bien, l'armée américaine était partie de l'étude de Chou. Puis là, on regardait l'abstract de ça, on dit, bien, le fait qu'on a presque 4 fois plus de cancers chez les animaux exposés est très troublant, mais on a réussi, c'est incroyable, à brosser ça sous le tapis. Oui. Moi, ce qui m'impressionne avec le NTP, c'est que cette étude-là s'est faite à partir du 2G et du 3G. On était loin de la 4G puis du 5G. Là. Oui. En réalité, la vérité, c'est que des études sanitaires sur la 5G, on n'en a pas. Il y en a très peu. Et de toute façon, on n'a pas de résultats épidémiologiques parce qu'on n'a pas beaucoup de 5G dans la nature. Ouais. Donc, une étude épidémiologique, c'est quand on a les conséquences sanitaires, quand vous mourrez du cancer, là, on peut ramasser des données. Mais en réalité, on sait que la 5G va devenir un problème parce qu'elle dépend en grande partie des réseaux 4G. Et en fait, l'arrivée du 5G va augmenter le niveau de radiation. Et on sait que ces radiations-là, il y a beaucoup de 5G, en fait, qui fonctionnent à des fréquences qui sont très voisines de ce qu'on avait. Parce que l'industrie se rend compte à différents moments donnés que des fréquences comme le 25 GHz, là, ça ne se propage pas bien, ça. On a des problèmes à résoudre, nous, puis c'est mieux d'utiliser des fréquences inférieures. Donc, on peut évaluer l'impact du 5G sur la base des fréquences du 4G. Et de plus, si le 5G favorise le développement de l'Internet des objets, ça veut dire en pratique que tout ce que vous allez acheter va avoir un petit émetteur dedans. Ça veut dire que vous serez incapable de vous soustraire aux radiations, même si vous voulez. Ça, c'est pas, à mon avis, acceptable dans une société où on connaît les conséquences de ces radiations-là. Je suis quand même en même temps sidéré parce que je me demande jusqu'à quel point on est capable de renverser ce tracteur-là qui avance à une vitesse quand même assez incroyable. Parce que dans la tête des gens, c'est comme si c'est déjà acquis, le marketing est tellement puissant, le lobby est tellement puissant, l'argent est tellement au rendez-vous pour nos gouvernements. Comment on peut arriver à dire « stop 5G ». Le gouvernement n'est pas vraiment, je dirais, malin dans ça. Le gouvernement, il a simplement suivi les recommandations qui étaient soufflées, souvent par des intermédiaires, mais qui originaient de l'industrie. Le gouvernement, en fait, il y a un comité à Ottawa qui étudiait justement les radiations, qui a dit on doit faire quelque chose, mais le rapport
n'a pas été suivi. En d'autres termes, des élus se penchent sur ce problème-là, admettent qu'on doit faire quelque chose, mais les paliers supérieurs du gouvernement refusent d'agir là-dessus. Ouais. C'est très intéressant, ça, non? Ouais. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y a une collision d'intérêts qui se produit à un certain moment donné. Ouais. Mais nos élus, dans le fond, moi, j'ai très confiance que s'ils étaient au courant de tout ça, ils agiraient pour protéger leurs enfants et leur population. Oui. Dites-moi, si on récapitule, la technologie 5G, elle a vraisemblablement des effets négatifs sur la santé. Vraisemblablement, c'est certain qu'il y a des effets négatifs sur la santé. L'industrie dit « Oh, il y a des doutes ». Mais des doutes, qu'est-ce que c'est? En réalité, il n'y a aucun doute. Okay. C'est une propagande véhiculée par l'industrie qui dit que les scientifiques sont dans le doute. C'est très facile de générer du doute. Pour la cigarette, l'industrie dit encore qu'il y a des doutes. Pour le plomb, l'industrie encore qu'il y a des doutes. Il y a toujours des doutes. Doubt is our product. Oui, je comprends. C'est ça qui est utilisé parce que c'est facile. Et il n'y a aucun doute que ces radiations-là sont hostiles pour l'humain, sont hostiles pour la nature, sont hostiles pour les abeilles. Donc, est-ce qu'on doit en mettre plus? C'est ça la question. La réponse est facile à trouver. C'est qu'on a des alternatives. La fibre optique qui est bien plus puissante. On peut utiliser le Li-Fi, en d'autres termes, des fréquences beaucoup plus élevées qui ont des capacités beaucoup plus grandes que les micro-ondes pour avoir la même fonctionnalité à l'intérieur d'un bâtiment, qui a beaucoup moins de problèmes du point de vue de eavesdropping, comment on dirait ça? D'espionnage, parce que dans une pièce, ça pourrait être l'information confinée là, parce que la lumière visible ne pourrait pas sortir, alors que vous entendez le Wi-Fi de vos 25 voisins. Est-ce que ça a du bon sens, cette histoire-là? Mais non. Donc, la technologie 5G, certainement, vient empiéter dans notre vie privée également. Bien, moi, je pense que c'est absolument évident. Il y a des gens qui se penchent beaucoup sur ce problème-là. Moi, je suis spécialiste des effets sanitaires. Et ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a aucun doute vis-à-vis des effets sanitaires négatifs de ces radiations-là. Pour ce qui est de la vie privée, c'est à d'autres à décider ça. Pour ce qui est du réchauffement climatique, c'est à la petite fille en Suède à décider ça. C'est pas à moi. Donc, moi, je n'ai pas toutes les décisions. Je peux seulement vous éclairer sur des problèmes scientifiques que j'ai travaillé moi-même, personnellement, en faisant des mesures dans mon laboratoire à moi. Wow. J'ai envie de vous poser cette question-là en terminant, parce qu'on vit une crise sanitaire présentement à travers le monde. Et on en a parlé un petit peu tantôt avant de rentrer en ondes. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de trouver des théories par rapport à la technologie 5G et faire un lien avec le COVID. Vous en pensez quoi, vous? Bien, écoutez, les ondes électromagnétiques ne fabriquent pas de virus. Des virus, il faut qu'ils soient là. Quelle que soit l'origine du virus que l'on croit, bien, ce n'est pas les ondes électromagnétiques qui ont produit le virus, selon toute probabilité. La deuxième chose qu'on sait, c'est qu'on croit que le dérèglement métabolique, fondamentalement des ondes électromagnétiques, ont tendance à dérégler le métabolisme. C'est possible que ça puisse affaiblir le système immunitaire, mais on n'a pas suffisamment de preuves qui viennent de la recherche pour dire qu'il y a une relation entre les ondes électromagnétiques et l'immunité vis-à-vis des virus du type corona. On n'a pas cette évidence-là. On pense que ça peut affaiblir le système immunitaire peut-être, mais il y a très loin de conclure à une connexion entre la présence du 5G à Wuhan en Chine et ce virus-là. Je pense qu'on n'a pas de preuve de ça. Il faudrait creuser encore plus la recherche pour voir un lien qui pourrait... Oui, et on pourrait peut-être trouver que le lien est très ténu s'il existe. D'accord. Monsieur Héroux, merci beaucoup d'avoir fait partie de notre émission d'aujourd'hui. On l'apprécie énormément. Ce fut un honneur. On espère que vous, à la maison, vous avez pu vous faire une meilleure idée sur la technologie 5G avec ses risques et ses bénéfices également. Si bénéfices il y a, ce sera à vous de le déterminer. C'est Jean-François Denis qui vous dit à bientôt.
Vous êtes plusieurs à nous poser la question, comment Théovox va chercher son financement? En fait, Théovox fonctionne avec vos dons. Nous avons dans Théovox un travail à temps plein. En fait, Théovox, c'est une petite équipe. On est 3 employés et nous fonctionnons par vos dons. Donc, si vous voulez nous supporter dans notre mission, vous pouvez le faire de différentes manières et vos dons vont nous permettre, entre autres, d'engager plus de personnel, d'avoir un meilleur équipement, d'être encore plus disponible pour couvrir chacun de vos événements sur le terrain. Alors, si c'est quelque chose qui vous interpelle, en fait, c'est pas compliqué. On a un superbe site Internet sur www.theovox.tv où vous allez voir, il y a un onglet qui est marqué « Dons ». Et dans l'onglet « Dons », en fait, vous pouvez faire des dons mensuels ou uniques. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces dons-là? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche vraiment des partenaires qui pourraient nous supporter mensuellement, que ce soit... Il n'y a pas de petits ou de gros dons. Ça peut être un don mensuel de 5 de 10 En fait, il y en a pour tous les goûts dans le menu déroulant. Puis de toute façon, si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis peut-être c'est plus difficile pour certains de faire un don via Internet, vous pouvez toujours également faire un virement Interact à don@theovox.tv. Et également, si vous voulez avoir plus d'informations ou d'autres façons de nous aider, vous pouvez également aller sur info@theovox.tv. Ou vous pouvez toujours téléphoner au 1-866-THEOVOX. En faisant le poste 220, il me fera plaisir de vous parler. C'est quoi le numéro de téléphone? Je le sais pas par cœur. 1-866-THEOVOX. 220. C'est bon. Donc, on veut vous remercier d'avance pour votre générosité. Merci d'avance de nous permettre de continuer d'exister et surtout d'être disponible pour couvrir chaque événement médiatique. Merci pour votre aide. Merci.